Alors, pour aujourd'hui, on a fait le lancement pour vraiment partager les PMO, de partager leurs connaissances. On est appuyé par le gouvernement qui appuie les PMO. Désolé, je m'ai avancé trop rapidement. Alors, on veut utiliser l'opportunité ici de vraiment qu'on partage les impacts qu'ils ont eus ici au Canada, mais aussi à travers le monde dans les communautés où travaillent les OM, des PMO. Ici, jusqu'à le mois de mars, on va vraiment encourager la communauté globale et aussi les PMO de partager leurs défis, leurs apprentissages pendant leur parcours avec les différents partenaires dans les communautés locales, les questions de financement aussi. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment de parler de mise à l'échelle de l'impact et de croissance des organismes. Alors, ils vont parler un peu le parcours d'impact, vraiment sur cette cadre de mise à l'échelle des différents partenariats avec les autres PMO, les autorités nationales, les organisations de base ou dans le secteur privé. On demande qu'ils partagent ce qui a été testé. Alors, si c'est un programme, un produit, un pratique innovateur, qu'est-ce qu'ils ont appris pendant cette période de essai et évolution. Et puis, c'est quoi un peu la mise à l'échelle? Est-ce qu'ils ont essayé de faire une plus grande échelle mondiale, une autre communauté, plus grande ville, un autre pays? Chaque personne ici a une différente expérience à partager sur les questions de mise à l'échelle avec vous. On a des questions à poser et chaque des représentateurs et actrices aujourd'hui euh, vont utiliser le fonds FIT. Et puis, c'est vraiment cet financement a donné une chance de faire une mise à l'échelle de leur impact. Ça démontre un peu comment ça vaut la peine de créer un écosystème pour les PMO, pour qu'ils prennent les risques, fait l'innovation et augmente leur capacité de travailler avec différentes communautés. Euh, Aujourd'hui. Donc, les 6 ont vraiment des histoires intéressantes, inspirantes et différentes à nous partager dans leur phase de test et de mise à l'échelle. Notre première panéliste, Madame Sané Dambé Ndiaye, née à Sikasso au Mali, est une spécialiste en communication et en matière de santé de la reproduction. Elle est actuellement la coordonnatrice régionale de la Coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Elle a joué un rôle clé dans la mise à l'essai d'une approche pour accroître l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive par le développement et la sensibilisation des médias à ces enjeux. Une initiative qui a été menée en partenariat avec l'organisation canadienne Journalistes pour les droits humains. So Sani's presentation will be followed by Anne Pringle from Lucky Iron Life, which is a Puis on Canadian. a Anne Pringle, ça c'est un organisme d'entreprise sociale. C'est Lucky Iron Life. Elle fait les solutions innovatives. Elle travaille dans la mode durable et l'entrepreneuriat social. Elle travaille avec Lucky Iron Life pour le développement des programmes avec l'impact sur la nutrition et l'alimentation en lien avec la santé des femmes. Après, on a Tony Laurent et Lorraine Swift qui travaillent ensemble de faire un test sur les projets et des organismes financés par FIT en Nicaragua dans les jungles. Lui, Tony vient d'une communauté autochtone d'Ambassawabe. Il travaille sur la communication et la gestion de l'éducation pour les Change for Children. Il est miskatoyak, il est passionné par l'éducation et de défendre sa communauté. Lorraine travaille dans l'initiative pour Children, et so Initiative for Children. Et Lorraine a mené l'organisme à travers tout un processus de um, mise à l'échelle, travailler sur la gestion durable des ressources, l'équité des gens et les droits des Autochtones. Et on a un dernier duo de nos présentateurs aujourd'hui. On a
CPAR organisme. Il travaille sur un autre projet FIT qui est jumelé avec l'Université de Saskatchewan pour augmenter l'accès à le soutien en Éthiopie. Elle travaille depuis 2019 et elle travaille avec les Affaires mondiales Canada sur la santé reproductive à travers plusieurs régions et bureaux en Éthiopie. Elle vient d'un parcours de santé publique avec une spécialisation dans la santé reproductive et sexuelle. Mark Lowenberger travaille comme coordinateur du programme de CIPAR depuis 2020. Il fait les connexions avec les équipes locales, Malawi, Éthiopie et Tanzanie. Et il a 15 ans d'expérience, d'études et travaille comme paramédic et avec le soin critique. Et il travaille dans l'Yukon et l'équipe Meot dans la région de Nunavut. Et peut-être je devrais aussi mentionner qu'il y a de documentation disponible avec toute leur biographie, expliquer leurs projets, leurs partenariats qu'ils ont entre Canada et les partenariats globaux. Sani, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous avez, si vous êtes en sourdine ou si vous m'entendez. Je suis là. Ah, voilà, OK, parfait. Donc, je vous en prie, vous pouvez y aller. D'accord. Merci, Adrienne. Bonsoir à tous et à tous. Comme j'ai déjà été présentée, je ne vais pas revenir sur ma présentation. En fait, j'ai choisi de vous présenter, de vous partager l'expérience du projet L'Aïdoumet. À l'initiative, c'est ce projet-là qui a abouti à un partenariat avec le réseau des journalistes pour les droits humains et l'acquisition d'un accompagnement du Fonds FIT pour pouvoir soutenir cette plateforme. C'est une plateforme qui fait le suivi des engagements en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et c'est un projet initié par la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale au Mali. Diapo. Mm. On peut aller, voilà. Donc, là, c'est la photo d'une activité d'offre de services faite par les jeunes. Et c'est une activité qui a été financée par le projet FIT avec les journalistes sur les droits humains, toujours dans le cadre d'une campagne pour la planification familiale. Le Mali mène une campagne nationale chaque année et la plateforme L'Aïdoumet qui a fait un partenariat avec JDH, journalistes sur les droits humains, et nous accompagnons la planification familiale à travers une campagne médiatique et avec les jeunes qui font également la sensibilisation au niveau communautaire. Et les résultats, c'est pour aboutir à la mise en œuvre des différentes plateformes et des engagements sur la plateforme. Diapo, c'est un peu lent, Adrienne. Voici le plan de présentation, l'introduction, la mise en œuvre de la pratique, les résultats, les produits, les leçons apprises et la considération des mises à l'échelle par rapport à la productivité et enfin la conclusion. Diapo. Voilà, comme je l'avais dit, le projet L'Aïdoumet à l'initiative, c'est un projet qui est soutenu par l'OAS à travers un fonds d'Emsan qui est attribué à 5 pays de l'Afrique de l'Ouest
et le projet est mis en œuvre au Mali par un consortium d'ONG et membres de la coalition. Et avec, à la suite, on a fait le partenariat avec les journalistes pour les droits humains. Et après la mise en, les fonds de l'OAS, nous avons continué pendant une année avec l'accompagnement des fonds d'innovation pour la transformation. Donc, a priori, le projet devrait s'étendre sur 24 mois, mais nous avons pu continuer jusqu'en 2022 et grâce au fonds FIT. D'accord. Et le projet avait comme stratégie d'intervention, il y a la plateforme qui est en ligne avec le lien. Vous pouvez même consulter www.ilaidumec.ml et sur la plateforme, il y a 36 engagements. Et le projet a fait le suivi de 5 engagements pris par le gouvernement malien dans le cadre des droits de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et sur chaque engagement, il y a les niveaux de mise en œuvre de l'engagement, les indicateurs qui accompagnent l'engagement. Ça, c'est la première stratégie. En fait, la deuxième stratégie, ça, c'est le plaidoyer pour soutenir les actions et inciter les gouvernements à mettre en œuvre ces différents engagements. Et pendant cette activité également, nous avons utilisé la presse et les médias qui nous ont aidés à faire des activités de plaidoyer, à interpeller le gouvernement à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, la radio. Ensuite, il y a la troisième intervention qui est l'engagement des journalistes. C'est au cours de la mise en œuvre de cette intervention que les journalistes et le JDH, avec l'accompagnement de FIT, on a pu mettre en place un réseau de journalistes. Et les différents journalistes et les structures médiatiques également se sont engagés en écrit. Ils ont signé un document d'engagement qui vont soutenir la plateforme, soutenir tout ce qui est santé de la reproduction au Mali et vraiment aider la société civile pour que le gouvernement puisse vraiment mettre en œuvre ces différents engagements. Et nous avons aussi une autre stratégie d'intervention qui était d'utiliser également la culture à travers la promotion euh, de la promotion du rap et de l'islam. Nous avons fait un concours d'éloquence avec les jeunes qui ont élaboré des chansons d'interpellation et qui ont parlé de la santé de la reproduction, les besoins des adolescents et des jeunes. Et enfin, la stratégie rap et islam a accompagné, comme je l'ai dit, les concours. Et au total, les projets devaient mener 35 engagements qui ont été tous mis en œuvre. Comme je l'ai dit, après sa mise en œuvre, nous avons continué pendant une année avec le soutien de fonds d'innovation pour la transformation et au cours de la présentation, je vais vous parler des différentes activités également que nous avons menées avec l'accompagnement FIT. Diapo. Les résultats qu'on peut maintenir, c'est que l'approche l'aide du maître, la plateforme est maintenant mise dans le plan stratégique national. Je OK. suis là. On a manqué votre dernière minute. D'accord. Il y a aussi une innovation, c'est euh, un outil, aussi une approche qui fait le suivi et évaluation du projet qu'on appelle l'approche orientée changement et qui a aussi pu faire ressortir les résultats qualitatifs du projet par rapport à l'implication de chaque acteur. Et l'implication également des jeunes dans la stratégie, c'était innovant. C'est un projet pour les jeunes qui fait le plaidoyer des droits des jeunes et le projet était mené par les jeunes. Les jeunes étaient les acteurs principaux du projet et cette approche également a été félicitée. Ça fait partie des résultats. Diapo. Les leçons apprises par rapport au projet, construire et soutenir la collaboration entre les OEC, les médias et le gouvernement en faveur des DSSR au Mali. C'est grâce à la création de ce réseau de journalistes qui est soutenu par les fonds FIT. C'est la première fois au Mali que les médias s'impliquent dans la promotion de la santé de la reproduction.
Cela a favorisé, accentué les activités de communication et de sensibilisation autour des thèmes sensibles sur la santé de la reproduction au Mali. Et tout ça, c'est grâce à l'outil l'AIDUMED parce qu'il fallait donner la bonne information. La plupart des jeunes ne savaient même pas ce que c'était, qu'il y avait même des droits aux droits sexuels et ils ne connaissaient même pas leurs droits. Et aussi, c'était difficile d'aborder la thématique. Et surtout, à la télévision nationale du Mali, on ne pouvait même pas prononcer le mot sexualité. Et grâce au projet et à l'engagement des journalistes, nous avons pu lever ces différents tabous. Le projet a permis aux EEC et aux DCA de se retrouver dans un espace de collaboration égalitaire pour discuter des questions de la santé de la reproduction, jusqu'à ce que le gouvernement même s'est vraiment engagé à former le maximum de journalistes, 300 journalistes avant fin 2023, et dans toutes les régions du Mali. Et aussi, à travers la création de l'Office national de la santé de la reproduction, les médias ont pu donner plus de visibilité à l'Office et accompagner le gouvernement pour accentuer la communication parce que l'information était estimée à 17% seulement. L'accès à l'information n'était pas aussi exhaustif au Mali. Et ce projet-là de soutenir la plateforme et l'accompagner de FIT a aussi pu vraiment favoriser ces dialogues qui n'étaient pas du tout possibles avant ce projet à travers une approche inédite, exclusive et mobilisatrice. Parce que c'était difficile que la société civile et le gouvernement s'asseyent, accompagnés par les médias et parler de santé de la reproduction. Et ce projet a pu favoriser cette collaboration entre ces différents acteurs. Ce sont des leçons apprises et ces initiatives sont toujours là. Et les journalistes sont désormais partie prenante à toutes les initiatives au niveau du ministère de la Santé. Ils sont membres même de plusieurs groupes thématiques. Et ils viennent constamment, ils sont invités à participer aux différentes initiatives et aux projets du gouvernement. Diapo. Par rapport à la mise à échelle, la mobilisation des influenceurs, c'est-à-dire que les rappeurs, les slammers et les journalistes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, je parle principalement des blogueurs, et ils n'étaient pas du tout actifs et ils n'étaient pas considérés parce que c'est des gens qu'on considérait souvent qui donnaient de mauvaises informations. Et grâce à leur coaching par le projet, à travers toujours l'accompagnement de FIT, nous avons pu vraiment favoriser cette émergence des citoyens synergiques dans la revendication du respect des engagements. C'est quand même une mise à échelle parce que ce n'était pas facile de les cadrer. Et si la création d'un cadre de collaboration, comme je l'ai dit, entre les décideurs, les organisations de la société civile, les médias et même les partenaires techniques et financiers, l'implication des artistes et les médias dans les activités nécessaires, la création du réseau qui a aussi bénéficié de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, l'OMS a financé un financement de la formation de ces journalistes. Et lors de la journée nationale de la population également, l'INFI a aussi financé un renforcement de capacité de ces journalistes. Et le gouvernement continue, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, à mobiliser les différents partenaires pour que ce réseau de journalistes puisse continuer à faire la promotion de la santé et de la reproduction. Parce qu'avec aussi la fin de l'accompagnement de FIT, le projet continue toujours parce que le réseau reste toujours opérationnel et les émissions qui ont été créées pendant sa mise en œuvre continuent de fonctionner. Et le gouvernement a pris les relais pour accompagner ces réseaux de journalistes parce que chaque fois qu'il y a un partenaire qui est là, qui a besoin de communiquer dans le cadre de la santé et de la reproduction, ce réseau-là est mis à leur disposition et le gouvernement mobilise les partenaires techniques et financiers pour vraiment les financer et les soutenir financièrement. Donc, la plateforme est référentielle au niveau régional sur les engagements en matière de DSSR parce que c'est une première initiative au niveau régional. En tout cas, pour les 9 pays du partenaire du Ouagadougou, il n'y a pas un outil qui fait le suivi des engagements en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. C'est le seul outil et la discussion continue au niveau du partenaire du Ouagadougou s'il faut étendre l'outil aux autres pays. Et les réseaux des journalistes FIT aussi cités dans le plan stratégique national au Mali comme bonne pratique. Et ne serait-ce que la semaine dernière, nous avons fait la cartographie
des bonnes pratiques au Mali en matière de santé de la reproduction. Et le réseau des journalistes et la plateforme Lidomed sont vraiment retenus comme bonnes pratiques et ils sont en train de voir comment est-ce qu'on va mettre ça à l'échelle et vraiment continuer sa mise en œuvre sans accompagnement pour vraiment mobiliser et continuer à mobiliser ces journalistes. Et les journalistes sont toujours engagés à travers l'engagement des patrons de presse à promouvoir la santé de la reproduction. Parce que avant la mise en œuvre de ce projet, les patrons de presse n'étaient même pas mis en réseau. Donc, quand on a mis les journalistes en réseau, on a aussi mis automatiquement les différents patrons de presse pour pouvoir soutenir les agents. Parce que si on veut faire des activités de communication avec les médias, il faut que les décideurs au niveau des médias soient impliqués. Donc, c'est une mise à échelle et désormais, ils se sont engagés, ils ont signé l'engagement et même après la durée de l'engagement, ils continuent maintenant à créer des émissions, par exemple, à la radio-télévision du Mali, la télévision nationale du Mali. Chaque mardi, il y a des émissions qui sont consacrées à la santé de la reproduction. On donne la thématique et les personnes de ressources. Et aussi, les journalistes qui ont été formés sont chargés chaque semaine de faire des reportages spécifiques sur les initiatives en cours ou bien faire un reportage sur une thématique. Et même, on a même aussi créé un cadre pour que les personnes en situation de handicap et de vulnérabilité, les jeunes, puissent vraiment passer à la télé, à la radio et revendiquer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est des innovations qui restent. Et voilà. Diapo. Et en termes de conclusion, nous pouvons dire que si ce projet n'avait pas existé, les indicateurs n'allaient pas rehausser parce qu'il était nécessaire de créer un projet référentiel pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, surtout des adolescents et des jeunes au Mali. Et parce que créer également ce cadre de redevabilité sociale et pour faire le suivi des engagements, de la mise en œuvre des engagements du gouvernement malien en matière de SSR. L'engagement des OEC et des décideurs des médias était une innovation et une priorité nationale pour la promotion de la santé de la reproduction. Au Mali, la sexualité est un tabou. On n'en parle pas et les médias avaient des réticences pour pouvoir aborder la thématique. Ils se disaient, est-ce qu'on est expert pour communiquer là-dessus? Est-ce qu'on a les informations nécessaires? Est-ce qu'on a les compétences? Et ce projet a permis de les mettre en confiance. Et mais le gouvernement aussi s'est dit, on est confiant maintenant de ce réseau de journalistes parce qu'ils savent de quoi ils parlent et ils connaissent la thématique. Ils ont été renforcés. Et vraiment, en conclusion, on peut dire que c'est une grande innovation et la mise à l'échelle est vraiment considérable pour le pays parce que c'est à cause de ça que le gouvernement même partage l'initiative de ce projet-là en dehors du Mali et c'est cité comme bonne pratique et le gouvernement est en train de voir la possibilité de maintenir ce projet et vraiment d'innover dans le sens. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de mobiliser, de chercher des partenaires techniques et financiers pour continuer l'initiative après les fonds FIT. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté et je reste disponible pour répondre aux différentes questions. Merci. Un grand merci, Sané, pour la présentation. C'est un projet que, à chaque fois que je vous entends en parler, c'est un projet qui est vraiment impressionnant, notamment par le nombre d'acteurs impliqués. Donc, à tous les niveaux de la société, on parle des jeunes, on parle du milieu artistique, des journalistes, les organismes qui représentent les médias, et puis après les décideurs au niveau du gouvernement, puis au niveau de la mise à l'échelle, de voir l'implication du gouvernement malien et qui aujourd'hui utilise ce projet pour rayonner à l'extérieur du pays aussi, puis pour démontrer les bonnes pratiques. Donc, euh, c'est impressionnant de voir les niveaux de changement à la fois au niveau politique, institutionnel, puis au niveau des changements dans les mentalités de la population qui était l'objectif ultime. Donc, bravo pour votre projet. J'espère que vous pourrez rester là jusqu'à la période de questions. Je sais qu'il commence à être un peu plus tard là, chez vous. Donc, on va inviter les participants et les participantes à mettre des questions dans la boîte de dialogue et puis on y reviendra là, à la fin des présentations. Et puis, now I would like to invite Anne. Maintenant, j'aimerais inviter à Anne de Lucky Aaron Life pour partager sa présentation avec vous. Merci beaucoup.
Alors, je veux juste confirmer avec vous toutes et tous que vous voyez mon écran. Génial. Alors, je vais faire la présentation pour Lucky Iron Life. Si vous avez déjà entendu parler de nous, peut-être vous avez entendu parler de Lucky Iron Fish, mais on est vraiment un organisme canadien de l'entrepreneuriat social. On a commencé il y a 10 ans avec un outil qui peut fortifier les repas avec le fer qu'on peut utiliser, le même utile pour 45 ans. Alors, c'est de vraiment aider la bonne alimentation et répondre aux problèmes avec les taux de fer dans l'alimentation. Alors, on peut utiliser comme poisson. Et maintenant, avec notre projet Lucky Iron, on utilise à plus large pour la préparation de bouffe plus large. On voyait que peut-être un nom de base était nous limiter un peu trop. Alors, on a essayé de recadrer, faire un autre marketing avec notre nom. Maintenant, je vais parler vraiment particulièrement avec notre programme financé par FIT. C'est financé et ça a continué à ce que le mois de juin 2022 et c'était Togo, contenu Bénin avec les ONG locales. C'est vraiment important de souligner qu'avant qu'on a reçu le financement FIT, en Bénin, on travaillait avec des partenaires locaux depuis 2018 et on a vu des résultats positifs quand ils utilisaient le produit pendant les programmes et tout ça. Mais le financement FIT, on a pu essayer des formations de vraiment utiliser la perspective sur les gens et tout ça. Donc, pour le cadre du projet, ça a eu lieu dans le département de Jou à Adidja, dans trois différentes communautés. On avait trois buts. Le premier, c'était réduire l'anémie ferriprive. C'est assez élevé. 49% des femmes qui sont des niveaux bas de fer, ce qui a des impacts sur les femmes et sur les enfants. Donc, le but, c'était de réduire l'anémie ferriprive et d'améliorer le statut des niveaux de fer. On faisait ça en augmentant les connaissances autour de l'importance du fer et d'une alimentation variée. Mettre l'accent sur des aliments locaux qui sont riches en fer, qui sont disponibles et ainsi que d'autres aliments que nous pouvons prendre pour augmenter l'absorption du fer dans le corps et aussi l'utilisation du poisson, le Lucky Ironfish, en complément à une alimentation diversifiée. Nous avons aussi fait la promotion de l'autonomisation des femmes, particulièrement leur rôle en lien avec les budgets en alimentation, les décisions dans le foyer. Et c'est aussi une opportunité, une possibilité pour nous de tester de nouveaux outils pour formation de communication. On avait encore des taux élevés de COVID au début de ce programme et normalement, notre formation était faite dans des grands groupes où tout le monde partageait les repas ensemble. C'était possible dans certains cas, mais ça nous a offert la chance d'essayer de nouvelles modes de formation qui étaient de la plus petite taille. Et en ligne aussi, on a travaillé avec beaucoup de groupes de crédits collectifs qui ont été dirigés par des outils numériques au sujet de la COVID-19, l'autonomisation des femmes, les insuffisance de fer, le Lucky Ironfish. On a aussi des livres qui parlent. C'est touche-bouton, ça lit le texte. On a trouvé que c'était très utile dans le modèle de former les formatrices. L'information en lien avec le produit et les insuffisances de fer on pouvait être utilisées tout au long de la formation. Nous allons aussi utiliser une programmation radio qui reflétait les mêmes informations qui étaient partagées par les groupes WhatsApp. On avait deux types de méthodologie, une étude clinique. Le programme était livré en plus de 1000 foyers. 250 femmes ont été choisies au hasard pour participer dans
d'essais cliniques. Il y avait on a eu le consentement, bien sûr. Il y avait 125 femmes qui ont reçu la formation et le poisson. Et une autre 125 femmes qui étaient le groupe de contrôle qui ont eu l'information sur l'alimentation variée, mais pas le poisson. Donc, on voulait voir l'impact de la formation sur l'alimentation diversifiée avec l'utilisation du poisson. On a fait une collecte de données tout au long de le processus, au début, milieu et à la fin. Les résultats étaient très prometteurs. Dans les deux groupes, le groupe de contrôle et le groupe clinique, il y avait une réduction dans l'anémie et une réduction dans les insuffisances de fer. On a vu une réduction dans les anémies de 6 dans le groupe de contrôle et une diminution de 25 dans le groupe expérimental qui avait le poisson. Donc, ça reflétait l'importance d'offrir la formation sur une alimentation diversifiée ainsi que d'offrir plus d'outils. D'un point de vue qualitatif, on a vu une bonne réception de l'information, une intégration de l'information et un effet sur l'autonomisation des femmes. Une chose qu'on va aller voir, c'est une augmentation des connaissances liées avec les insuffisances de fer au début. On avait 100% des femmes qui étaient capables de reconnaître une insuffisance de fer et les symptômes qui sont associés au début de le programme. Il y avait 8 des femmes qui savaient c'était quels légumes qui étaient riches en fer. À la fin du programme, c'était 88. Au début de la formation, il y avait 20 des femmes qui rapportaient une littératie financière. À la fin de le programme, 80 rapportaient avoir une littératie financière. On était très contents de voir le succès de ce programme. Avec nos partenaires en Bénin, nous avons appliqué pour du financement pour le partage d'informations avec FIT. On a aussi travaillé avec un nouveau partenaire aussi au Canada, l'Université Carleton, qui ont cherché du financement de le Centre de recherche en santé du Canada. Et ça, nous avons utilisé ce financement pour partager ces résultats dans les communautés. Il y avait une partie du financement qui était utilisée directement par nos communautés pour retourner dans les 3 communautés où le programme et les études cliniques ont eu lieu pour avoir de la rétroaction de toutes les personnes participantes, comment que le programme s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voudrait le mettre en application au niveau national. Nous avons aussi utilisé ce financement pour mettre en place un événement au niveau national qui incluait tous les participants, les partenaires dans le programme. On a invité le gouvernement, d'autres groupes de la société civile, le secteur scientifique et le secteur privé aussi pour nous rejoindre. Suite à ça, nous avons mis en place un groupe de travail pour répondre aux insuffisances de fer au Bénin au niveau national, comment on peut intégrer l'iron-fish, le poisson de fer et les sortes d'activités qu'il faudrait mettre en place pour faire une expansion au niveau national. De ce programme et la croissance que nous avons vécue, il y a beaucoup de prochaines étapes qui ont été identifiées ainsi que des apprentissages que nous avons faits suite à ce que nous avons entendu dans les communautés, au niveau national. On a entendu qu'on a besoin mettre l'emphase sur un processus à long terme. Donc, le programme était sur 5 ans. Les personnes se demandaient qu'est-ce qui va se passer après ces 5 ans. Le but, c'est à long terme. Ils vont avoir besoin de soutien au-delà. Alors, ce que nous essayons de faire maintenant avec nos partenaires, c'est de chercher une approbation pour mettre le produit dans les pharmacies, dans les centres de santé et aussi voir comment que nous pouvons faire une distribution plus vaste pour les personnes qui voudraient en avoir accès, puis aussi regarder d'autres solutions pour répondre aux insuffisances de fer. Et pendant cette croissance, d'un point de vue du projet, mais particulièrement dans la croissance, il faut être flexible dans nos échéanciers, vu que le programme
a eu lieu pendant le COVID-19. On a eu des délais en lien avec l'approvisionnement. C'est aussi, des fois, travailler avec les gouvernements, ça peut être bureaucratique et prendre plus de temps. Donc, en tant qu'organisme, il faut être flexible dans les échéanciers, comprendre que les choses peuvent changer pendant qu'on croit. Et il faut aussi travailler, bien sûr, avec des solutions locales et essayer de mettre de l'avant les solutions locaux comme des options valides. Bien sûr que la croissance ça vient avec des défis. Tout le monde probablement serait d'accord avec ça. La façon que vous vous attendiez à croître, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez vivre en réalité. De tout le monde qui a participé dans le processus. On a eu des rétroactions sur ce qu'ils pensaient était important pour la croissance. Donc, toutes ces rétroactions étaient très importantes pour le développement des prochaines étapes. Une chose qui était récurrente tout au long du programme, que les changements dans les comportements sociaux, ça prend longtemps. Tous les changements dans l'alimentation, c'est pas nécessairement adapté pour un seul projet, mais c'est quelque chose à long terme, ainsi que des changements liés au rôle de genre, les choses comme ça. De notre côté, en continuant notre croissance, on sait que c'est important de grandir en partenariat, d'avoir une diversité de voix qui sont toutes écoutées, qui ont toutes un pouvoir égal à la table. C'est une photo de notre première rencontre du groupe de travail le mois passé, en octobre. Et nous mettons l'accent dans ce programme, c'est comment croître dans un pays jusqu'au niveau national, que les personnes puissent, qui veulent avoir accès à ce programme, puissent le faire. Et avec cet objectif, nous avons bâti d'autres partenariats avec des groupes d'organismes de société civile, de tous les différents secteurs de l'économie pour comprendre comment que nous pouvons travailler ensemble, mettre en place différentes solutions pour répondre aux insuffisances de fer au niveau national pour offrir le plus de choix possible. Notre but a été de croître d'une façon profonde dans le pays et ça nous a aussi offert la chance de croître vers l'extérieur avec des partenaires. Nous avons continué de travailler avec CARE tout au long de ce processus. Nous essayons de voir maintenant comment grandir le projet dans d'autres pays. On a un petit programme en Guatemala et on pense peut-être en mettre un en place à Népal. Mais un apprentissage qu'on a eu, c'est qu'on ne peut pas croître trop rapidement à l'extérieur. Le but avec CARE à l'origine était de croître rapidement, faire une expansion dans d'autres pays. Mais maintenant, nous avons un peu rétréci les buts à ces pays à Guatemala et à Népal. Alors, je pense que je conclurai là. C'est mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà une question dans votre clavardage qu'on va garder à la fin, mais j'apprécie beaucoup votre présentation, que c'est très différente que la présentation de Sané où vous faites le test d'un produit, mais ça demandait quand même beaucoup de partenaires pour croître. Mais on voit aussi que le parcours pour croître, ce n'est pas linéaire. Il faut être patient pendant qu'on croît comme organisme et dans les marchés dans lesquels on veut travailler. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre troisième présentation. On a Tony et Lorraine Swift. Je passe la parole. Merci beaucoup, Andréane. Et Nico va partager la présentation. Excellent, merci. Merci beaucoup. On est très content d'être ici. Nous sommes tous les deux ici à Nicaragua. On est vraiment très content d'avoir la chance de parler de quelque chose autre que le fait qu'une femme de Nicaragua vient juste de gagner le concours de Miss Universe. Le Change for Children, c'est un organisme
une OBNL canadienne. Nous avons l'histoire de 48 ans de soutenir un développement durable et sur le terrain dans le Sud international. Nous opérons aussi un programme d'engagement public renommé au Canada qui travaille dans les différents secteurs de l'économie. Prochaine diapo. Tous nos projets qui opèrent dans 12 pays en Amérique latine et Amérique du Sud. Beaucoup de nos programmes récemment ont été au Nicaragua. Nous travaillons dans le nord-est du pays sur les initiatives liées à l'eau et nous avons bien juste de conclure un grand programme pour traiter de l'eau en utilisant la technologie qui était très utile pendant le COVID et nous avons investi dans les systèmes d'eau à travers le Nicaragua depuis 2002. Les prochaines diapos. Dans cette incroyable place, dans les dernières 2 décennies et demie, en coopération avec les peuples autochtones locaux, on était partenaires dans beaucoup de programmes pour améliorer la santé, l'éducation, les droits autochtones, l'égalité de genre et la préservation écologique. Nous avons aussi introduit plus de 1000 Canadiens et Canadiennes à cet incroyable lieu à travers plusieurs différentes possibilités de bénévolat liées aux santé. À travers ce programme et d'autres, nous avons vu des améliorations dans l'accès à l'éducation, santé et l'autogouvernance parmi les peuples autochtones, mais on a aussi vu l'impact de changement climatique et une perte d'accès au territoire depuis que cet lieu a été déclaré une réserve. Le parti qu'on va vers ici a été coupé en deux quand des personnes de descendance coloniale détruisent la forêt. C'est la plus grande forêt de jungle à l'extérieur de l'Amazon. C'est une grande partie du territoire nicaragua. C'est le centre, c'est des forêts anciennes et une zone intermédiaire en vert pâle. Ça, c'est la carte la plus récente qui a été publiée en 2013. Ça fait 10 ans maintenant. C'est très difficile d'avoir une mise à jour par le gouvernement de Nicaragua parce que les résultats sont anticipés d'être assez négatifs parce qu'il y a une grande partie de ce forêt ancienne, le vert foncé, qui a été détruit dans cette décennie. Si nous faisons une projection, le taux de destruction, on s'attendrait que cette forêt disparaisse dans les prochaines vingtaines d'années. Ça, c'est des choses que nous voyons moins fréquemment maintenant. On a eu la chance de voir des crocodiles, des insectes, des arbres variés. Je n'ai jamais vu un jaguar personnellement, mais on sait qu'ils existent là. Il y a aussi d'autres animaux qui vivent dans cette région qui seraient perdus en plus de le territoire autochtone si cette forêt disparaîtrait. C'est aussi un habitat très important pour des oiseaux tropicaux et des oiseaux migratoires que nous voyons ici au Canada pendant notre été, le héron, différents oiseaux qui sont en train de revenir au Nicaragua présentement du Canada pour passer l'hiver ici. La prochaine diapo, s'il vous plaît, ça vous montre notre local 5 étoiles qu'on a bâti. Ça fait plusieurs années, un lieu pour que les personnes qui visitent le territoire puissent rester. On a eu aussi des visiteurs de FIT, des évaluateurs et tristes qui sont venus ici. On a des toilettes, la plomberie, un gros balcon. C'est vraiment beau. On a aussi un serre pour les plantes médicinaux qui étaient fabriquées avec des bouteilles de breuvage.
à comparer à notre belle locale. Ça, c'est les maisons typiques des peuples autochtones ici. Des fois, on peut avoir jusqu'à 10 à 15 personnes qui vivraient dans une maison comme celle-ci. Bien sûr, ils ont moins des conforts de la vie, ils n'ont pas d'eau, euh, de plomberie à l'intérieur. Donc, je voulais vous donner une idée du contexte de notre réserve. Je vais passer la parole à Tony. On travaille dans cette réserve depuis plus de 25 ans et donc nous avons établi une relation très forte de coopération avec les peuples autochtones et c'est une des raisons principales qu'on a du succès avec les projets, qu'on est capable d'en faire une expansion parce qu'on a la confiance de cette population locale. Alors, vas-y, Tony. Merci beaucoup, Lorraine. Et c'est vrai, Lorraine m'a connu depuis que j'ai 6 ans. Change for Children m'ont assisté à finir mon secondaire, à faire mon éducation universitaire et ont été dédiés à cette région depuis longtemps, puis on est très reconnaissant pour ce fait. Est-ce que tu pourrais aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Donc, notre éducation et innovation a été lancée en 2020 au début de COVID dans ce territoire. Cette innovation nous offre la chance d'évaluer l'efficacité d'une bibliothèque hors ligne pour améliorer la pédagogie des personnes enseignantes. Une partie de notre contexte tient un manque de matériel pédagogique, particulièrement dans notre langue maternelle, et une compréhension de traits de base en lien avec l'égalité des genres. Voici une classe typique. Avant notre innovation, il y avait beaucoup de défis, comme j'avais mentionné, des enseignants-enseignantes qui n'étaient pas formés, des grandes barrières à l'éducation pour des filles et des femmes et un manque d'accès pour le matériel pédagogique, particulièrement dans notre langue maternelle, le Miskito, et aucune électricité ni connexion cellulaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons installé des panneaux solaires, formé les personnes enseignantes, offert des matériels pédagogiques et matériels scolaires et une grande diversité de ressources, particulièrement dans la langue Miskito, et qui ont été produits localement, principalement. Et ceci a été fait avec un œil pour l'égalité des genres. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les personnes enseignantes peuvent maintenant utiliser un ordinateur. La plupart d'entre elles n'avaient jamais touché un ordinateur auparavant dans leur vie. Ils ont amélioré leur compréhension dans la lecture et dans l'écriture. Le fait qu'elles n'étaient pas formées voulait dire qu'elles avaient beaucoup de difficultés avec l'écriture et la lecture en espagnol, leur deuxième langue. Maintenant, elles ont la capacité d'utiliser une bibliothèque numérique variée pour mettre en place de nouvelles pédagogies et qui inclut comment enseigner en Miskito. Et beaucoup de les femmes et les filles se sentent maintenant autonomisées et on est très fiers de ça. Et maintenant, les salles de classe ont l'air comme ceci. Cette innovation nous a permis à révolutionner l'éducation dans cette région. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici quelques autres photos de les personnes enseignantes, les personnes étudiantes qui utilisent la technologie, qui travaillent ensemble, qui partagent des rôles qui étaient basés sur le genre, mais par le passé, ils étaient différenciés par genre. Maintenant, ils sont partagés par tout le monde dans la communauté. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous n'avons pas juste offert du matériel numérique avec ce projet, nous avons ajouté des matériels produits localement dans le bibliothèque numérique pour mettre de l'avant notre langue maternelle, notre identité culturelle, ont été produits localement et sont maintenant les matériels les plus utilisés dans nos écoles. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en ajoutant le A dans les programmes STEM pour faire des programmes STEAM
on voulait mettre l'accent sur la création et le pensée critique. Les prochaines diapos, s'il vous plaît. Et on a eu la chance de documenter et partager les résultats tout au long du processus avec le gouvernement local, le gouvernement du Nicaragua et nos partenaires au Canada. On a eu la chance de mettre de l'avant les leçons que nous avons apprises et donner de la visibilité aux programmes qui peuvent améliorer la qualité de l'éducation sur une échelle régionale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce programme a eu beaucoup d'attention, même au Canada. Voici un article qui a été publié dans le Edmonton Journal et qui a été distribué en ligne dans le National Post. La prochaine diapo. Je pourrais en parler longuement à quel point que cette innovation a été fantastique, mais dans ce cas-ci, nous avons aussi eu la chance de tester plusieurs différentes idées, à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui devrait être répandu. Il y avait des choses qu'on pensait qui seraient avec, on était très content d'avoir vérifié. Et ça nous a aussi aidé à préparer notre prochaine initiative financée par FIT, et je vais en parler bientôt. Et nous sommes très reconnaissants pour FIT qui nous a fait la chance de partager le succès de ce programme dans d'autres communautés autochtones au Nicaragua à travers une conférence de 2 jours qui a été tenue dans une autre communauté en juillet de cette année. Plus de 100 délégués sont rassemblés de différentes communautés autochtones éloignées du Nicaragua pour apprendre plus au sujet de notre programme et comment ils pourraient le mettre en place dans leur région. Pour croître et faire l'expansion de cette initiative, nous allons mettre en place plus de programmes comme celle-ci, et ici qui va inclure maintenant un programme de certification pour les personnes enseignantes et qui puissent avoir cette certification de manière locale. Avec tous ces apprentissages frais dans nos esprits, nous avons commencé un nouveau programme, les connaissances locales, les objectifs globaux. Ça va être notre prochain programme que nous cherchons le financement pour tester l'impact, le renforcement des communautés Miskito pour utiliser les connaissances autochtones locales pour améliorer la gestion des terres et réduire notre vulnérabilité liée au changement climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En faisant face au changement climatique et une destruction forcée, on sait que les peuples autochtones et les forêts qu'elles protègent sont vitaux pour notre planète. L'utilisation de connaissances locaux, les connaissances autochtones, leur connaissance de la forêt améliore les résiliences locales et ça améliore l'autogouvernance et la conservation locale de l'environnement. Notre deuxième innovation améliore aussi la défense territoriale et nous a aidé à cartographier nos territoires traditionnels qui nous a montré combien de terres que nous avons perdues dans les dernières décennies en raison de l'expansion illégale des peuples coloniaux. Et ça nous permet de mieux protéger ces terres. Et grâce aux innovations faites, notre peuple est maintenant mieux autonomisé pour défendre leurs droits. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, cette innovation, des filles et des femmes qui ont récemment été formées en sciences, les ont mis au front dans la défense des territoires, la protection de plantes médicinales et à faciliter leur participation dans la gouvernance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et bien sûr, l'égalité de genre et l'augmentation de capacité est centrale pour chaque processus impliqué dans ces deux innovations et une grande partie de notre croissance dans ces programmes parce que les femmes Miskito ont participé à chaque étape de chaque projet, nous guidaient avec la connaissance locale et guidaient un accès équitable
pour les femmes à l'éducation et au système de gouvernance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les apprentissages de ces innovations ont été partagés très largement au Canada. Moi-même et des collègues autochtones ont visité au Canada pour partager les résultats avec des groupes, les ONG canadiennes et d'autres groupes au Canada. Pour avoir plus d'histoires, de résultats, nos pensées au sujet de tous nos apprentissages et tout ce qu'il reste à faire pour protéger cette forêt pluviale. Vous pouvez connecter avec nous sur notre site web et sur nos médias sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup, Lorraine et Tony. Merci aussi pour les incroyables photos dans votre présentation. Je pense que votre projet démontre vraiment l'importance de la connaissance. C'est un outil qui est très important pour la transformation, particulièrement si on inclut les connaissances locaux et autochtones. Je suis certaine qu'il va y avoir des questions à la fin de cette période. Nous allons maintenant inviter nos derniers deux présentateurs et présentatrices, Mark et Sandra. Hello there. My name is Mark Lowenberger. I'm joined by Bonjour à tout le monde, mon nom est Mark et je suis ici avec ma collègue Sandra qui nous joint d'Éthiopie. Moi, je suis juste en Ottawa. Alors, j'aimerais mentionner, désolé, l'audio est vraiment pas facile pour l'interprète, mais je vais faire mon mieux, mais on risque de manquer les buts. Ça, c'est un mot de votre interprète. Alors, notre mission, c'est vraiment d'appuyer nos équipes locales, de construire plus de capacités pour aider à vivre les vies saines dans nos régions. On veut des plus fortes communautés en Afrique et on peut trouver des solutions plus fortes. Alors, CIPAR, c'est commencé pendant la famine en Éthiopie en 84 et maintenant est toujours situé en Ottawa, Éthiopie, mais aussi Malawi, Tanzanie. Et il y a des emplois régionaux, administratifs par projet. Sandra fait partie de notre équipe et je vais bientôt passer le micro à Sandra. Elle est le gestionnaire du projet pour le projet pilote FIT. On va entendre ses commentaires bientôt. Oui, merci beaucoup. Marc, vous venez de me présenter. Alors, mon nom est Sandra. Merci pour l'opportunité. Et je vais vous parler de le projet qui est en implémentation. Ça s'appelle Healthy Mothers, Healthy Babies. Alors, les femmes et les bébés en santé. On a commencé le projet en mars 2020 et on est allé jusqu'à 2023. Le focus de ce projet, c'était avec les femmes en Éthiopie dans la zone Ovakani et ça s'était financé par le MCIC et FIT. Alors, j'aimerais aller à une prochaine diapo de faire un survol de notre historique. Ou mise en contexte, cette zone, c'est loin de Matisse, la ville capitale. Et c'est vraiment loin pour les femmes enceintes d'avoir un scan et pour les mères de savoir où elles sont. Ça prend pour la gestation de 24 semaines parce que le taux de fertilité est très haut, 2,3 enfants par femme selon la Banque mondiale. Mais de faire les suivis de grossesse, c'est très difficile. Alors, des influences sociales, il y a peut-être il y a un manque de connaissances sur les services. Souvent, ces femmes sont en manque de formation et éducation et sont des femmes de secteur économique vraiment faible. On parle de c'est seulement 43% de nos femmes
vont avoir des visites avec un professionnel de santé pendant leur grossesse. Alors, on voit les initiatives innovatrices de notre programme. Alors, c'est un scan ou ultrason. Complications or health outcomes. These are imaging Alors, services. c'est vraiment pour aider les complications à grossesse. Alors, c'est échographie ou ultrason. On essaie de mettre ça sur place pour que ça soit accessible pour les mères. Parce qu'on a vu d'autres pratiques semblables, mais ça, c'était vraiment de synchroniser mieux et de ne pas faire la compétition avec les autres services qui existent. Alors, vous voyez ce qu'on a travaillé sur les différentes initiatives. On a travaillé des changements de comportement. Pendant la campagne, on a vu que ça, même si on a commencé pendant la pandémie de COVID, on a pu aller au marché parce qu'il y avait, les personnes n'étaient pas là au marché public. Et normalement, ça, c'est un lieu de rassemblement. Toutes les femmes vont au marché. Et ça, c'est où on a lancé le programme. Alors, ça, c'est où on essaie de faire la mobilisation des communautés de venir nos services et venir au lieu et des différents lieux pour offrir les soins. On a commencé d'avoir la technologie, on a trouvé c'est vraiment pas cher ces formations. Alors, on essaie de donner ça à différentes femmes praticiennes parce que c'est des sages-femmes qui vont pas nécessairement l'éducation formelle, ils vont pas à l'université, mais on a donné d'autres formations pour les sages-femmes et je partageais les informations. Aussi, on a commencé d'aller vers le public. On a pu faire des consultations avec les spécialistes. Ça, c'est dans les différentes phases de consultation. On a pu faire plusieurs consultations au même niveau. On a pu faire une déclaration publique pour ce projet, de démontrer que c'est un projet qui a eu beaucoup d'impact et c'était vraiment bien accueilli, ce projet d'innovation. Alors, on veut voir c'est quoi l'impact réel sur les mères et leurs bébés. Alors, on voit. Et aussi, avec les travailleurs et travailleuses de santé, il y a eu plusieurs impacts à plusieurs niveaux. Alors, au niveau communautaire et les femmes, la communauté a développé s'est engagé un sentiment de confiance à des différents milieux de soins de santé. Alors, à travers ce programme, ces femmes utilisent ces institutions de santé. Ça n'a pas coûté cher. Ça a construit la confiance. C'est dans leur réseau. Déjà, c'est dans leur quartier et les pères de ces enfants commencent à s'impliquer, venir aux institutions. On a eu la chance aussi, après, aller voyager et quand ils n'étaient pas capables de chercher les services dans leur quartier, on a vraiment vu une réduction des différentes complications à naissance et la mortalité infantile a descendu. Intervention in the antenatal care service. Ça a vraiment aidé la connaissance des services qu'on peut chercher en termes de santé. Alors, on a vu les travailleurs et travailleuses dans le milieu de santé. Et c'est quoi les différents... on a travaillé très proche avec les médecins et les professionnels de santé. En gros, il y avait beaucoup de motivation et était très satisfait
Parce qu'avant, il y avait juste l'échographie ou un examen physique. Alors maintenant, d'avoir d'autres technologies, de bien analyser ces femmes enceintes, ça a soulagé. Et c'était vraiment, il était motivé et satisfait de ce processus. Ils ont pu encourager les familles dans les communautés de venir vers nos lieux. Alors, toutes ces installations étaient fréquentées et même le ministre de Santé, nous avons considéré officiellement. Alors, c'est vraiment les différents travailleuses dans la santé, mais aussi des sages-femmes, les infirmières de tous ces secteurs pour continuer à travailler avec les bébés qui viennent de se naître. Et alors, tout ce réseau et cette politique qui va aider à mieux réseauter ces organisations et les professionnels de santé. On voit la durabilité, on voit les femmes enceintes vivent dans les secteurs éloignés, des fois isolés, qui sont loin des différentes installations officielles. Surtout même, parce que normalement, les installations sont dans les villes, elles sont loin des villes. Alors, ces installations de haut niveau vont plus, peut-être, ça a aidé avec la satisfaction, le soutien pendant la santé. Il y a plus de confiance locale. Maintenant, les services sont vraiment comme c'est les travailleurs et travailleuses dans la santé. Et il y a beaucoup de travailleuses de santé qui n'avaient même pas la chance de recevoir ces formations. Alors, on a vu, c'était vraiment appuyé par les différents secteurs et très influentiel. Nous avons reçu l'information du ministre de la Santé et de reconnaissance officielle pour ce programme. Prochaine diapo. Et je pense que Marc peut faire le suivi après. Merci, Sandra. Alors, on parle de mise à l'échelle. Il y a plusieurs différents essais. Comme c'était reconnu, Sandra a déjà dit, au début en Éthiopie, c'était vraiment reconnu dans le pays, mais il fallait faire du travail, de rassembler les personnes, de trouver une stratégie de faire la mise à l'échelle. Alors, on a utilisé plusieurs stratégies. Un, c'était de collaborer avec différents organisations de société civile dans la région, alors les OSC. Il faut vraiment comme regrouper toutes ces institutions et entités ensemble dans les réunions de le ministre de la Santé et faciliter ces conversations. L'association des sages-femmes était directement impliquée. C'était vraiment d'inclure cette ultrason pour une capacité des sages-femmes. Alors, elles travaillent très fort de faire cette association, de faire la mise à l'échelle pour qu'elles soient capables de faire ce travail. La recherche qu'on a fait, c'était animée ou facilitée par l'Université de Saskatchewan d'avoir la preuve ou de vraiment être capable d'évaluer si c'est une pratique qu'on peut élargir et mettre à l'échelle facilement. Et la réponse, c'est oui, c'est génial et on peut utiliser cette preuve d'aller de l'avant avec cette publication qui c'était dans un journal connu, révisé par les pairs. C'est vraiment une approche vue dans le monde plus de santé. C'est vraiment une bonne manière médicale de mettre à l'échelle ces pratiques et on veut l'élargir. Si vous voyez, c'est une pratique nécessaire. Il y a un besoin d'élargir ces pratiques. Il y a je ne sais pas combien de millions l'interpréteur manque, mais le ratio est haut. Il y a des besoins partout dans le pays. Et maintenant, mon ordinateur est en train de geler, désolé. Alors, juste regarder ce qu'on discutait, c'est
de vraiment faire les pratiques à mise à l'échelle plus large. Et on essaie de réfléchir, de développer différentes publications, je veux dire, de collecte de données, voir les expériences des professionnels de santé, les expériences de la communauté documentées quand CIPAR va peut-être être un peu plus loin et laisser la gestion locale aux agences gouvernementales et partenaires locaux. Nous ne veut pas limiter l'application de les recherches faites juste en Éthiopie. On a d'autres équipes locales dans les autres sites mentionnés et on va essayer de voir comment on peut appliquer les découvertes de nos recherches. Alors, ça, c'est un peu notre mise à l'échelle. On a un petit vidéo. Est-ce que c'est un moment approprié? Je sais qu'on va peut-être manquer du temps. C'est autour de 30 minutes et 30 secondes. Nous avons juste 10 à 11 minutes pour les questions en ce moment. Alors, si c'est correct, maintenant, je vois que la vidéo, c'est disponible au public. Alors, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est partager dans les clavardages. Alors, tout le monde peut l'écouter après notre session et puis on va au moins laisser un peu de temps à une période de questions-réponses. Je suis vraiment désolée, mais je veux être capable de bien terminer. Alors, merci d'avoir partagé votre expérience dans ce projet, Marc. Et tout le monde, vous avez bien rapproché les points des différentes présentations, l'importance du partage de connaissances, les stratégies, d'avoir vraiment que les autorités nationales s'impliquent, deviennent des parties prenantes quand on veut faire les mises à l'échelle avec tous les autres groupes impliqués. Alors, moi, je vais regarder les questions qui étaient déjà posées dans le clavardage, mais et n'hésitez-vous pas de poser d'autres questions. Vous êtes toujours là. Donc, la première question était de Carrie Ferguson de Cody Institute et elle demandait s'il y a eu des résistances lorsque vous avez tenté de mettre en œuvre cette approche ou dans la mise en échelle, ou peut-être de l'opposition à vos méthodes. Non, pas vraiment, parce que en fait, notre organisation, c'est une organisation de coordination qui regroupe en son sein tous les acteurs de la société civile, y compris les religieux et les traditionalistes. Donc, on avait surtout peur de la résistance ou de la réaction des religieux. Mais ils ont beaucoup contribué au projet et on n'a pas eu vraiment de résistance. Et la seule résistance que nous pouvons citer, ça, ce n'est même pas une résistance, c'est le fait qu'on n'a pas pu toucher toutes les régions du Mali. Et le projet était, la plupart du temps, les activités étaient concentrées au niveau national, c'est-à-dire à Bamako. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire comme contrainte par rapport à la mise en œuvre du projet. Et souvent, on a eu des problèmes liés à la situation socio-sécuritaire du Mali, parce qu'à un moment donné, le Mali était vraiment sous tension et on a eu du mal à réunir les acteurs et à continuer la mise en œuvre du projet. Pour ça, c'était une situation que tout le monde vivait, et toute la population, toutes les régions du Mali. Et aussi, on avait un problème sécuritaire, donc il y avait des restrictions sécuritaires au Mali. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment aller au-delà des attentes. Sinon, il n'y a pas eu de résistance proprement dite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est très bien. Merci, Sani. Our next question is for Anne. So, can the Notre ironfish... prochaine question était pour Anne. Est-ce que ça serait possible de produire le ironfish, le poisson de fer, de manière locale ou nationale? C'est une question que nous recevons beaucoup. Malheureusement, il y a très peu de compagnies qui peuvent euh, faire la manufacture, qui ont accès au fer qui est sécuritaire pour l'alimentation, qui peuvent le former dans la forme qui est donnée. Donc, il y a la possibilité de le faire. On a déjà poursuivi les recherches, mais c'est très coûteux en termes de capital pour créer une telle facilité qui serait entièrement nouveau. Donc, il y a un intérêt, mais dans le futur immédiat, ça me semble peu possible. Merci beaucoup, Anne. Et peut-être un autre
question pour vous tous et toutes. En attendant d'autres questions de cabotage, je me demandais quelle sorte de soutien est-ce que vous avez eu besoin ou de partenariat que vous avez eu besoin pour mettre votre programme à l'échelle? Donc peut-être Lorraine, Tony, Marc ou Sandra, si vous voulez parler à ça. Lorraine, go ahead. Lorraine, vas-y. Oh, I see that you've unmute, Oh, Lorraine. je vois, Lorraine, tu as ouvert ton microphone. Est-ce que tu voulais répondre aux questions? I'm happy to jump in. Ben, je peux y aller. Definitely, I think I just mentioned this to some Je degree, pense que je but l'avais mentionné un petit peu déjà, mais quand on prenait une approche plus clinique, nous essayons de mettre à l'échelle de quelque chose qui est clinique de nature, l'effort qu'on fait dans la recherche scientifique pour démontrer, prouver quelque chose pour la mise en œuvre plus large. En y regardant, j'avais mentionné l'Université de Saskatchewan. Il y avait un besoin pour la reconnaissance, mais il y a aussi les universités locaux qui étaient très importants de s'assurer que les collections de données, les productions de les articles, les ébauches d'articles étaient très importants. Et j'ai venu à comprendre que le plus ruraux que les universités étaient, le plus d'impact que ces sortes d'initiatives scientifiques peuvent avoir et des fois le plus de impact que ça peut avoir dans les arguments qu'on met de l'avant pour desservir ces populations. Donc, les universités locaux, je pense que c'était le groupe que je voudrais identifié comme celui qu'on ne s'attendait pas à leur importance, mais qui l'était vraiment. Donc, je vais lire deux autres questions qui ont rentré dans le boîte à clavardage. Il y en a un pour toi, Marc. Vas-y, merci pour la dernière énoncé de votre présentation, que vous acceptez présentement les applications. Si oui, est-ce que vous avez accepté les applications de des entreprises qui sont enregistrées en Canada et à Sierra Leone ou seulement ceux qui sont juste à Sierra Leone? Une autre question qui sont pour tout le monde. En considérant l'expansion de vos programmes, est-ce que vous avez fait face à des défis qui vous mettraient en question votre décision de faire cette expansion? Qui voudrait peut-être répondre à cette deuxième question? Je pourrais offrir une réponse très rapide, peut-être. De notre point de vue, on essaye de s'assurer que notre solution fonctionne à un niveau local. Donc, si on avait la rétroaction locale où nous disait que non, ça ne nous intéresse pas, ce serait certainement une embûche. Et dans d'autres situations, quand on travaille avec les gouvernements, la bureaucratie, les processus peuvent être très longs, puis c'est une étape qui est nécessaire, mais nous sommes quand même un très petit organisme, donc on a des fois décidé de dire que malheureusement, nous n'avons pas la capacité, puis on ne va pas pouvoir faire quelque chose holistique avec un impact parce que on va être trop étendu. Donc ça, c'est des situations qui nous résultent dans des revirements. Et vas-y, Lorraine. Bonjour tout le monde. Je voulais simplement mentionner aussi que pour la mise à l'échelle, c'était un processus vraiment plaisant de trouver nos succès, de les documenter, de faire les évaluations. C'est des choses qui sont nécessaires pour faire la mise à l'échelle, particulièrement avec les bailleurs de fonds quand on demande plus de soutien. La chose que je pense qui nous mettrait en question, notre capacité de continuer de mettre à l'échelle si on n'avait pas un soutien local. Ça prend comme un écosystème d'organismes, des partenaires qui offrent le soutien nécessaire pour la mise à l'échelle. Donc, des fois, ça peut mettre en question notre capacité de continuer une expansion si on n'a pas accès aux ressources que nous avons besoin.
Merci. Donc, je vois que nous commençons à manquer le temps. On a aussi l'interprétation qui va prendre fin dans quelques minutes. J'encouragerais donc pour ceux et celles qui ont encore des questions, des inclure dans le clavardage, si juste pour une personne, cet individu pourrait répondre en écrivant dans le clavardage pendant qu'on conclut. Je veux remercier tout le monde qui a fait la présentation aujourd'hui, pour vos partages, votre ouverture au sujet de vos cheminements, vos parcours en lien avec vos projets. Je veux aussi remercier l'équipe de Spur qui ont travaillé pour développer cet événement. Je veux aussi remercier l'équipe à FIT qui ont aussi assisté en créant des connexions avec les programmes et PMO qui ont été financés par FIT. Je veux aussi remercier nos interprètes, Jean et Daniel. Merci pour votre soutien aujourd'hui pour essayer d'assurer que cet événement était le plus accessible possible. Et peut-être un dernier message à partager que nous allons tenir une troisième séance comme celle-ci en janvier. Donc, gardez un œil sur nos nouvelles. Nous allons partager plus d'informations à ce sujet dans les semaines à venir. Pour notre prochaine séance qui mettra en lumière là, 3 ou 4 autres petites et moyennes organisations. L'événement va avoir lieu en janvier. Merci à tous et à toutes.